Allez, on peut commencer. Alors, on vous a mis un petit rappel des prochaines et des précédentes sessions. Donc, la semaine prochaine, on aura les mineurs en stage sportif et en compétition. Donc, vous aurez le lien si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse. Et on vous a également mis le lien des précédentes séances, donc qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Alors, donc ce webinaire va durer à peu près 1 heure. C'est enregistré comme je vous l'ai dit. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou en levant la main. Vous avez le petit bouton là qui est visible sur l'écran. Comme ça, vous pouvez prendre la parole au fur et à mesure, étant donné qu'on n'est pas nombreux. Ça devrait être jouable. Et puis, bah, merci de couper vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la session. Donc, ce webinaire est présenté par Nicolas, conseiller technique national, et moi-même qui suis chargée de développement au sein de la fédération. Donc, vous avez le sommaire juste là. Donc, on va parler du projet de professionnalisation avec les questions préalables à l'embauche, les différents moyens de gérer le professionnel, la gestion du contrat de travail, les points clés, les éléments juridiques. Ensuite, les aides à l'emploi. Et pour finir, on va vous présenter le dispositif Booster votre saison. Hop, je te laisse la main, Nicolas. Voilà, merci beaucoup, Pauline. Donc, vous l'avez bien compris, on va faire une présentation à deux voix. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va balayer l'ensemble des problématiques qui nous semblent fondamentales, mais pour les questions ultra techniques, notamment sur l'URSSAF, sur euh, les questions juridiques, euh, je pense pas qu'on apporte ce soir l'ensemble des réponses, mais néanmoins, et d'ores et déjà, on sera disponible pour traiter vos questions, les recueillir dans le chat et de toute façon revenir vers vous si on ne vous répond pas de manière ultra technique à différentes questions. On excuse Valérie Borzoni, la directrice administrative et financière de la fédération, qui devait être avec nous, mais pour des raisons personnelles, euh, eh ben, elle ne peut pas être là. Voilà. Donc, elle est bien évidemment excusée. Je vais éviter de lire les diapositives. Donc, voilà, là, vous avez un peu l'ensemble des questions qu'on peut se poser quand on est un club ou un comité et qu'on a un projet de développement, qu'on a une activité qui génère de la présence, de l'organisation, de la logistique. Et ben donc, on se dit peut-être que ce serait bien de professionnaliser la structure. L'acte de professionnalisation, c'est souvent, ça peut faire peur, ça peut faire peur, mais c'est aussi un acte qui permet de se projeter dans l'avenir. C'est un acte qui fait aussi changer de statut, la structure qui devient une structure employeur. Et donc, quand on devient employeur, je vais rien vous apprendre, on rentre dans le droit commun, notamment le droit du travail, avec un cadre précis, mais aussi un lien avec la personne embauchée qui, euh, euh, qui doit être à gérer. Voilà. Pour ça, on va vous donner quelques clés, ou en tout cas, on va renforcer ou confirmer ce que vous savez déjà. Donc, bien évidemment, avant de rentrer dans un processus d'embaucher une personne pour professionnaliser la structure, il faut bien évidemment avoir un projet solide, pérenne, pluriannuel, qui inclut à la fois l'ensemble des actions qui vont être mises en place dans la partie charge et dans la partie dépenses, et puis surtout dans la prospective qui permet de justifier l'apport, l'arrivée d'un salarié. Pour ça, voilà, pour gérer ça, il y a plusieurs outils. Il y a soit une gestion en direct, voilà, donc vous êtes employeur et il y a une personne au sein de la structure employeur qui va être la personne idoine et de référence à la personne qui va être recrutée.
Et donc, ça veut dire à la fois sur l'ergonomie des tâches à réaliser, le calendrier, mais aussi les congés, le- les avancements, la convention collective, la rémunération, etc., etc. Donc, soit vous pouvez le faire en direct, c'est possible, et c'est ce qui se passe chez certains d'entre vous dans le mouvement. Soit on a déjà un cabinet comptable, ou en tout cas les statuts le demandent d'avoir une vision comptable de l'activité de la structure, avec pour certains d'entre vous même un commissaire aux comptes. Et là, il peut y avoir un apport technique et réglementaire. Ou alors, vous embauchez pas en direct, vous n'êtes pas employeur et vous avez des prestations de services. Et donc là, vous travaillez avec une personne qui elle-même est entrepreneur, notamment à travers une micro-entreprise. Et là, on travaille sur des factures et des prestations de services. Donc c'est une gestion beaucoup plus légère. Pour ça, il y a deux outils pour comprendre l'écosystème, ajuster l'écosystème et avoir un accompagnement professionnel dédié. Il y a le chèque emploi-service, voilà, avec toute son infrastructure autour de cet outil qui permet euh, de rémunérer tout en réduisant les impôts pour la personne qui est embauchée, mais on rentre dans un processus administratif qui est pas compliqué, mais dans lequel il faut rentrer. Et puis, il y a, pour mesurer l'impact de l'emploi au sein de la structure, il y a une structure associative nationale qui s'appelle l'Association Profession Sport et Loisirs, PSL. Et dans chaque région et dans beaucoup de départements en France, il y a une structure, puisque c'est vraiment une structure qui a la délégation du ministère du Travail pour accompagner les structures associatives dans leur processus de professionnalisation. Donc on peut peut-être cliquer là juste sur le lien PSL, Pauline. Voilà, donc là, vous allez recevoir le PowerPoint et dans chaque PowerPoint, il y a des liens interactifs sur lesquels vous pouvez cliquer et sur lesquels vous allez avoir beaucoup d'informations, notamment lorsque vous voulez creuser en fait. Donc là, voilà, profession sport et loisirs, là, c'est le lien national et leur vocation, c'est vraiment d'aider, notamment dans la gestion des payes et des charges sociales et de toute cette comptabilité administrative, les associations qui deviennent employeurs. Voilà. Donc ça existe dans quasiment tous les départements, mais dans toutes les régions, ça c'est sûr. Profession sport et loisirs. Donc le projet de professionnalisation, en fait, on peut l'évaluer, c'est-à-dire que dans ce petit tableau, ce qui est intéressant à retenir, c'est que si voilà, vous embauchez une personne, bien évidemment, le temps nécessaire à la gestion administrative avant, pendant et après l'embauche, puisque il peut y avoir une résiliation de contrat, là, elle va être maximale. Si vous travaillez avec un travailleur indépendant, un micro-entrepreneur ou un auto-entrepreneur, euh, on se rend compte que le temps nécessaire à la gestion, il est beaucoup moins important. Néanmoins, c'est pas le même processus que de faire une prestation de service, que d'embaucher une personne au service du développement de la structure dans laquelle il travaille. Voilà, donc les plus et les moins, vous avez compris, plus il y a de plus ça veut dire que euh, le, le- le- la tâche à réaliser est importante, moins il y a de plus, et ben forcément, plus c'est léger dans le traitement. Et donc, profession sport, là où on trouve un équilibre dans la troisième dans la première colonne, dans la troisième cellule à gauche, on peut avoir un équilibre, notamment en ayant un accompagnement d'une structure idoine et spécialisée dans la professionnalisation des associations, et en même temps euh, avoir, vous, une gestion avec la personne qui sera embauchée, donc une gestion en termes plutôt de ressources humaines que de traitement administratif. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un choix. On pourra en rediscuter
peut-être pas complètement ce soir, mais en individuel, mais c'est vraiment un choix en lien avec voilà, votre capacité à vous projeter sur la mise en œuvre du projet et sur ce que ce projet va permettre d'apporter comme recette pour finalement pouvoir rémunérer la personne. Donc ça nous amène à, à identifier les points clés. Voilà, et voilà, quand on devient employeur, on se pose toujours la question CDD, CDI, CDI intermittent, la Convention nationale du sport, et le coût de l'emploi brut, le coût de l'emploi chargé. Donc là, on rentre dans voilà, on rentre dans une petite complexité liée au droit du travail, hein, tout simplement, et aux conditions d'embauche d'une ou d'un salarié. Donc, je pense on va pas développer chacun des contrats ce soir, mais il existe des contrats à durée déterminée, donc et qui sont circonscrits dans le temps, mais on peut pas, mais c'est pas le même projet que de rentrer dans le cadre d'un CDI ou de le rentrer dans le cadre d'un CDI intermittent. Voilà, donc on peut peut-être cliquer là sur la flèche, par exemple, le CDI intermittent. Donc, devant chaque contrat, on vous a mis un lien qui vous explique le contrat, qui vous explique l'intérêt, les limites, et ça vous renvoie à ça vous renvoie à un site officiel, hein. Voilà, le CDI intermittent, ça permet à la fois de contractualiser à durée indéterminée, tout en étant sur des séquences de travail et des séquences de non-travail. Voilà, en fonction de l'activité et beaucoup d'associations, notamment dans le champ du sport, peuvent utiliser ce contrat de travail. Voilà. Alors après, voilà, faut rentrer dans le détail et dans la fiche singulière du contrat, mais c'est un dispositif qui peut avoir un intérêt dans le cadre des activités où il y a beaucoup d'activités pendant quelques mois et beaucoup moins d'activités sur d'autres mois. Voilà. Et puis, on vous a mis deux flèches là sur les outils de calcul du coût à l'emploi, parce que vous savez qu'il y a l'emploi chargé, l'emploi net pour l'employé, l'emploi chargé pour l'employeur, de com- quel est le pourcentage en fonction du montant et des cotisations, en fonction du salaire, en fonction de la convention collective nationale du sport. La convention collective nationale du sport, c'est que par exemple, quand vous embauchez un instructeur ou quand vous embauchez un chargé de développement, eh bien, le sport est une branche réglementée à travers le code du sport, alors dans le droit commun du code du travail, mais à travers le code du sport, et plus spécifiquement à travers la convention collective nationale du sport, qui précise, eu égard les diplômes, eu égard l'expérience, eu égard la charge de travail, et notamment les tâches à réaliser, qui précise les rémunérations. Voilà, qui précise les rémunérations. Alors après, on peut pas être en dehors du cadre, mais on peut dépasser le cadre en termes de rémunération proposée par la Convention collective nationale du sport. Donc tout ça, toutes les petites flèches que vous voyez, vous pouvez cliquer dessus et ça renvoie à des informations beaucoup plus précises. Alors, une fois qu'on a dégrossi avec cette Convention nationale du sport, quel type de contrat, eh ben, on rentre dans les obligations du droit du travail, hein. Donc, on vous a proposé sur la gauche de votre écran un certain nombre d'éléments incontournables à appréhender, c'est-à-dire à se poser la question d'une part et à maîtriser, et à le maîtriser d'autre part, hein. La médecine du travail, voilà, c'est un acte obligatoire pour l'employeur. Donc, comment ça fonctionne, quel organisme, qui paye, voilà, donc ça renvoie à des questions. Est-ce que lorsqu'on embauche, on propose une complémentaire santé ou pas? Ça dépend, c'est possible. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des avantages en nature? Est-ce qu'il y a une voiture? Est-ce que la personne peut bénéficier d'une voiture de service ou une voiture de fonction? Ce qui n'est pas la même chose. Donc tout ça, c'est temps de travail, temps de repos, les congés, les RTT. Enfin voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Donc il faut un peu travailler avant sur la connaissance de ces éléments ou se faire accompagner par les experts qu'on a vus au début, notamment Profession Sport et Loisirs,
pour, dans le cadre de la rédaction du contrat de travail, être au clair en tant qu'employeur et que la personne employée soit au clair elle aussi. Donc, par exemple, si les règles du temps de travail, on clique sur la petite flèche, là, par exemple, et là, voilà, c'est un document qui vous précise en fonction du taux, des heures travaillées, en fonction voilà, voilà, temps de travail, temps de repos, quels sont les éléments à appréhender pour être dans le cadre. Voilà, pour être dans le cadre. Le nombre d'heures annuelles, voilà. Donc ça, voilà, ce sera à votre disposition et vous aurez des informations très précises à chaque fois que on vous propose une diapositive. Donc, en d'autres termes, vous avez bien saisi que embaucher, professionnaliser une structure, c'est devenir employeur. Devenir employeur, c'est rentrer dans le droit commun du Code du travail. Alors, pourquoi réglementation DGAC et pourquoi réglementation, on va dire, jeunesse et sport, sportive? C'est parce qu'on a une double tutelle. La Fédération française de voile en planeur a une double tutelle, hein, DGAC et Code du sport. Mais le cadre général du droit commun du Code du droit du travail, euh, voilà, il y a un principe général qui, au-delà d'intégrer les spécificités liées à- au ministère des Transports et au ministère Jeunesse et Sport et Vie associative, euh, en fait, bon, faut pas complexifier la chose. Ce qui est important, notamment, c'est quand on recrute des instructeurs et qu'on rentre dans le cadre de l'instruction contre rémunération. Voilà, c'est comme l'entraînement ou la contre-rémunération dans d'autres disciplines. Il est nécessaire d'avoir un diplôme qui est régi par le Code du sport. Et ce diplôme, c'est le diplôme d'État jeunesse et sport, le DEGEPS, là. Il n'y a pas de DEGEPS au sein de la discipline planeur. Par contre, il y a une équivalence entre le- la qualification d'instructeur et le DEGEPS. Et donc, c'est pour ça que vous avez dû voir, peut-être certains d'entre vous ont dû voir passer la procédure pour demander la carte professionnelle et notamment enfin, l'équivalence de sa qualification d'instructeur en DEGEPS, DEJUPS, qui ouvre l'obligation à demander une carte professionnelle pour pouvoir faire de l'instruction contre rémunération. Donc pourquoi on l'a mis en rouge, dans un encadré rouge, c'est que au niveau du ministère des Sports, on est encore dans l'attente du texte réglementaire qui abroge ou non cette équivalence. Alors si cette équivalence est abrogée, ça ne veut pas dire que la qualification d'instructeur n'est pas, enfin, perd de sa splendeur, pas du tout. Mais si ça abroge, ça veut dire que vous serez plus dans l'obligation d'avoir une carte professionnelle, en tout cas au sens du code du sport, régi par le code du sport. Il faudra voir avec le ministère des Transports comment il y aurait, le cas échéant, une carte professionnelle qui justifie et certifie votre qualification. Voilà. Mais là, on est un peu dans le flou, en tout cas au niveau du ministère des Sports, sur le principe et d'équivalence et donc d'attribution de la carte professionnelle. Est-ce que sur cette première partie du cadre général, du droit commun, des outils et des impératifs, vous avez des questions? Non, c'est bon, merci. Ah, oui, OK? oui. Sur la carte d'éducateur sportif, Oui. on peut avoir la carte d'éducateur sportif et être bénévole, hein. Il n'y a pas, c'est pas lié à la perception d'une rémunération. Non, on peut avoir la carte d'éducateur, enfin, on peut avoir la carte professionnelle en lien avec votre qualification d'instructeur ou d'instructrice, d'accord? Ouais, Et vous pouvez exercer même de manière bénévole. d'accord, Mais la procédure, si c'est contre rémunération, vous êtes dans la codification réglementaire du code du sport. Voilà. d'accord. Merci.
Mais dans les deux cas, c'est nécessaire d'avoir la qualification qui permet de répondre à la tâche d'instruction, bien évidemment. Ouais, Nicolas, Philippe Letelier, à Buneau. Moi, j'ai Ouais. un diplôme DGEPS, mais j'ai pas de carte. C'est la même chose ou pas? Alors non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a le diplôme, en fait, tu dois demander au SDJES, donc l'entité départementale jeunesse et sport du département dans lequel tu es, en faisant la demande de la carte professionnelle en lien avec ce DE JEPS que tu as. D'accord, merci. Et Puis c'est, et- ça change quelque chose ou pas? D'avoir la carte ou pas? oui, oui, bah oui, parce que si tu as le DE, c'est une orientation réglementaire que d'avoir la carte professionnelle. Donc, soit tu fais par le SDJUS, soit tu vas sur le site internet, tu tapes sur Google déclaration éducateur sportif, tu vas tomber sur un site internet et tu peux faire ta déclaration en ligne. Tu vas mettre ton diplôme et tu vas remplir ce qu'on te demande et ils vont t'envoyer ta carte professionnelle. D'accord, merci Nicolas. Voilà. Donc, je crois pas qu'il y ait d'autres questions là, Pauline. Je vois rien dans le chat non plus. Allez, on avance. Allez, donc on peut avancer. Voilà, donc ce grand cadre général de la professionnalisation, euh, pour vous aider et vous accompagner, l'État, de manière générale, hein, donc l'Agence nationale du sport et le ministère des Sports, euh, peut octroyer une subvention qui pourra compléter déjà les ressources que vous avez imaginées et que vous avez programmées dans le cadre de la rémunération de la personne que vous allez employer. C'est-à-dire que si vous employez une personne et ça coûte 30 000 euros, 30 000 euros chargés par an, eh bien, vous avez des rentrées financières liées à l'activité ou liées à des partenariats que vous avez développés ou liées à des subventions locales que vous avez mobilisées, mais vous avez aussi la possibilité de, de faire une création d'emploi, vous créez un emploi, et donc vous pouvez avoir une aide de l'Agence nationale du sport qui peut être sur 3 ans avec 12 000 euros maximum, dans le cadre d'une embauche en CDI. C'est-à-dire que si vous avez un emploi chargé à 30 000 euros annuels, les 3 premières années, dans le cadre de la demande ANS, vous pouvez bénéficier de 12 000 euros. Donc ça veut dire que ça fait 30 000 moins 12 000, puisque c'est l'État qui va vous donner pendant 3 ans 12 000 euros. D'accord? Pour ça, il y a quelques, il y a quelques, enfin, il y a une condition sine qua non, c'est d'être en CDI ou en CDI intermittent. On ne peut pas le faire en CDD. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième possibilité, c'est si vous ne rentrez pas vous avez déjà un emploi et vous avez besoin une consolidation de cet emploi. Là, vous êtes en CDD, en CD2I ou en CDI. Vous pouvez demander une subvention, mais là pour un an avec un maximum de 10 000 euros. Donc là, on va dire, c'est un one shot. On n'est pas sur quelque chose de pluriannuel. Enfin, il y a un autre dispositif aussi qui vous permet d'avoir des subventions. C'est ce qu'on appelle les emplois sportifs qualifiés. Donc c'est 3 ans, sur 3 ans, avec 17 600 euros maximum tous les ans, à condition que ce soit un agent de développement sur la dimension sport adapté ou handisport, parasport. C'est-à-dire que les missions devront être orientées autour de ces problématiques-là. Donc ça, c'est les trois grands chapeaux euh, sur lesquels l'argent public, subvention, ministère des Sports, ANS, peuvent intervenir dans le cadre de votre projet de professionnalisation. Alors, tout ça, ça s'articule autour de quatre conditions communes. C'est que c'est des temps complets, donc on est avec des possibilités de temps partiel, mais pas en dessous un mi-temps. Sur des missions techniques, pédagogiques ou de développement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des missions, on n'est pas sur l'embauche d'un mécanicien, par exemple.
C'est vraiment sur technique au sens technique, apprentissage du vol en planeur, accompagnement pédagogique sur le développement de l'activité et de la promotion autour des licenciés du club ou sur la promotion de la formation et du développement du planeur à travers sa dimension écologique, à travers sa dimension sport pour tous, à travers sa dimension lutte contre les discriminations, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans le cadre des politiques publiques. C'est pas quelqu'un qui va faire de l'entretien, de la rénovation d'équipements sportifs du club ou du comité régional ou du comité départemental. Alors ça s'articule. Ça, c'est une vision nationale. Ça existe sur toute la France. Par contre, la déclinaison et la mise en œuvre de cette vision nationale, à travers l'aide à l'emploi, est gérée au niveau local. Local, c'est soit la région, soit le département. Donc ça veut dire que chaque région, chaque département va mettre en œuvre cette politique publique d'emploi et de professionnalisation. Par contre, les modalités administratives et les calendriers peuvent être adaptés et peuvent être singuliers et spécifiques à la région dans laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'on peut pas, c'est pas partout pareil, quoi. Voilà. La vision générale est identique, mais la faisabilité et la réalisation et la mise en œuvre est en lien avec le territoire sur lequel vous êtes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se rapprocher de la DRAGES ou du SDJES, de votre région pour la DRAGES et du SDJES pour le département. Bien évidemment, on est là, enfin je suis là, mais on est là pour vous orienter sur j'ai appelé la Drages, mais j'ai pas de réponse. J'ai appelé le SDJES, j'ai pas de réponse. Comment je fais? Bah, là, en l'occurrence, je suis là pour ça et pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage dans la mise en œuvre euh, de votre projet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? OK. Donc là, sur la slide d'après, on décline un peu la démarche. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je veux solliciter une subvention pour un emploi. Euh, L'ouverture de la campagne ANS, que ce soit pour les projets comme pour l'emploi, va s'organiser et va se mettre en place par une note, voilà, une note d'orientation. Donc ça c'est pas encore le cas hein, dans aucun département et aucune région. On va dire les chantiers ne sont pas encore ouverts, hein, mais la logique ce sera toujours celle-ci. Donc la note régionale qui va spécifier les calendriers et les demandes administratives régionales. Voilà, après il y aura une fiche à compléter. Il faudra prendre contact avec le service départemental jeunesse et sport de votre département. Et là, il va falloir, comme pour les demandes de subvention, rentrer sur votre compte asso, faire ce qu'il y a à faire sur le compte asso dans le cadre de cette subvention spécifique emploi, la valider. Et une fois que ce sera validé, ce sera examiné, traité, et vous aurez une réponse. Donc c'est un peu le même chemin que quand vous faites une demande pour un projet féminisation ou un projet BIA dans le cadre de la campagne ANS-PSF, sauf que là, on est sur la valence emploi. Donc ça, on pourra bien évidemment vous accompagner le moment venu et voilà. Et vous serez au courant de l'ouverture de la campagne, bien évidemment. On vous tiendra informé par une lettre d'information de l'ouverture de la campagne. Les newsletters fédérales, euh, tout sera mentionné quand nous, on sera euh, informés par le ministère et l'Agence nationale du sport que les choses sont ouvertes pour que la campagne puisse débuter. Voilà. Donc ça, c'était donc on est dans la professionnalisation. Je veux créer un emploi. J'ai une vision générale, je me projette dans le temps, j'ai fait une étude économique, une étude d'activité, j'ai le droit commun, je sais que je peux être accompagné par des entités départementales type profession sport et loisirs.
Je sais que sur mon budget, mon emploi va me coûter 30 000 euros, par exemple. Je peux générer des recettes propres et je peux mobiliser des partenaires propres, mais j'ai aussi l'État qui peut m'aider et m'accompagner en termes de subventions sur 1 an ou sur 3 ans en fonction euh, de ce que je veux faire en tant que structure employeur. Il y a encore une autre carte dans le à jouer dans le cadre de cette professionnalisation, c'est le dispositif Booster votre saison, où là vous êtes en direct avec la fédération. Il n'y a ni l'État, ni les collectivités, ni des partenaires, ni des ressources économiques spécifiques. C'est votre interlocuteur, c'est la fédération. Et là, je vais laisser la parole à Pauline. Merci. Alors, donc, le dispositif Booster votre saison, donc, mis en place par la fédération pour vous aider à recruter un professionnel. Donc, c'est sur 3 volets, soit technique, donc les instructeurs, administratifs pour les agents administratifs, les agents d'accueil ou par exemple des personnes au service communication, mais aussi logistique pour les treuillards. À savoir que les pilotes remorqueurs ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Donc, c'est assez centré sur ces personnes que je viens de vous citer. Donc pour cela, vous avez un tableau à compléter pour faire votre demande. On vous a mis la circulaire. Donc là, c'est encore celle de 2025. Mince. Oh. Donc vous avez la circulaire de 2025. Celle de 2026 ne va pas tarder à vous être envoyée. Donc, dans ce document, vous retrouvez toutes les informations du dispositif. Donc, ce que je viens de vous expliquer, les professionnels à recruter, les règles de fonctionnement et le versement de l'aide. Donc, tout ça, vous pourrez le retrouver sur la présentation directement. Et pour pouvoir faire votre demande, vous avez un tableau à compléter, que je reparte au début, hop, qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez toutes les informations du club à compléter. Donc la personne qui fait la demande avec les informations pour pouvoir la contacter. Vous avez des données à renseigner. Donc si vous avez déjà bénéficié du dispositif, car il va y avoir un ordre. Si vous avez déjà bénéficié du dispositif, vous serez non prioritaire face à ceux qui n'y ont jamais bénéficié. Donc pour cela, vous avez des cases à répondre. Et ensuite, on vous demande de nous expliquer vos prévisions de recrutement, donc avec le nom de la personne ainsi que les dates de son contrat. On vous demande les modalités de mise en œuvre. Si vous avez déjà une aide attribuée et combien vous souhaiteriez avoir de la part de la fédération. Suite à cela, donc nous, on évalue les dossiers et puis on vous fait un retour sur l'aide à laquelle vous pouvez prétendre. Pour recruter, vous pouvez soit le faire en interne, si vous avez déjà des personnes qui souhaitent s'engager au sein de votre association. Vous pouvez aussi passer par la bourse à l'emploi qui est disponible sur le site de la fédération. Est-ce que Nicolas, tu as des compléments à faire? Oui, on va illustrer un peu le propos, mais merci Pauline, c'est très complet. Bon, là, de toute façon, ça va, vous allez être informé de la circulaire, mais le calendrier, on est plutôt sur les recrutements d'été où il y a une forte activité dans les structures. C'est pas forcément une aide annuelle. D'ailleurs, c'est plutôt fait exclusivement pour la période juin, enfin mai-septembre, quoi, mai-septembre, pour vous accompagner voilà, sur les treuillards ou sur les instructeurs ou sur un pôle administratif lié à la grosse activité de l'été, on va dire.
Donc tout va être lancé à partir du mois de mars. Donc on est mars-avril, on est un peu en avance, mais ça rentre dans le cadre finalement de l'ensemble des clés qui peuvent vous faciliter la tâche d'une part, ou vous donner envie d'autre part de rentrer dans le cadre d'une professionnalisation voilà, de la structure. Donc, on vous a fait un bilan de la saison 2025. Nous avons reçu 20 demandes. 17 ont abouti parce que 3 associations n'ont pas réussi à recruter. Donc, au total, ça a été près de 31 000 euros d'attribués pour environ 83 mois de travail cumulé. Et les structures ont reçu entre 1 000 et 3 000 euros par dossier. Donc, on vous a mis quelques chiffres pour la typologie des clubs pour avoir un peu une idée. Donc, c'est quand même assez linéaire. Donc, on a 4 demandes pour des clubs de moins de 90 licenciés, 8 demandes pour des clubs entre 90 et 200 licenciés, 4 demandes pour des clubs qui ont entre 200 et 1 300 licenciés, et nous avons eu une demande d'un comité régional. On vous a mis là des exemples de dossiers. Donc, par exemple, pour un club de moins de 90 licenciés, nous avons une demande pour l'embauche de 3 treuillards. Donc, c'était 3 contrats de 25 jours, dont répartis sur la période d'été. Et ils ont pu bénéficier d'une aide boostée de 2 500 euros. Pour un club qui est entre 90 et 200 licenciés, donc ils ont souhaité embaucher 2 instructeurs sur une période de 7 et 6 mois, donc une période plus longue, et ils ont pu bénéficier d'une aide boostée de 2 000 euros. Et enfin, on a pris un club plus important en termes de licenciés qui a embauché 2 agents administratifs. Il me semble que c'était un chef pilote et un emploi administratif. Et donc, c'était des contrats de 3 et 2 mois et ils ont pu bénéficier d'une aide boostée de 3 000 euros. Donc, on prend en compte la durée des contrats, on prend en compte, donc comme je vous ai dit, s'il y a déjà eu des aides antérieures. Également, on vérifie s'il y a des demandes d'ANS derrière. Et donc, on a une commission qui statue sur ces dossiers-là. Voilà, donc les critères, c'est vraiment première demande, deuxième demande, troisième demande, quatrième demande. On peut aider jusqu'à la quatrième demande, mais c'est dégressif, bien évidemment. Et l'idée, c'est vraiment de booster, hein, comme son nom l'indique, la capacité à faire face à une activité, à une recrudescence d'activité sur des, sur des tâches à réaliser qui sont incontournables quand on est un club, quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif spécifique? Oui, mais c'est peut-être déjà dans les circulaires au niveau des conditions, justement, si c'est de la prestat de service, des contrats spécifiques, des CDD, CDI, les âges, etc. Dans Boosté? Oui, Alors, dans Boosté, il n'y a aucune condition. Ça peut être en CDD, en CDI, en facturation micro-entrepreneur. Voilà, là, nous, on n'est pas du tout regardant euh, sur la manière de, de vous équiper et de vous staffer pendant cette période de recrudescence d'activité. En revanche, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'embauche, le coût employeur et la demande et nous, le budget qui nous est alloué dans le cadre du contrat de développement euh, qui est signé avec le ministère tous les 4 ans, qui nous permet d'avoir une enveloppe. Cette année, elle était de 30 000, c'est monté jusqu'à 40 000 euros. Voilà. Mais il n'y a pas on fait pas de discrimination liée au profil et au type de contrat qui est signé. d'accord, ok. Parce que typiquement, en effet, quand vous parliez du contrat 3 fois 25 jours pour les treuillards, où c'était une aide finalement supérieure à deux fois des FI sur 6 mois, c'est pour ça que je pose aussi la question s'il y avait des axes préférés ou pas sur les aides. Non, non. Il n'y a pas d'axe préféré. Il y a
Il y a pas, non, non, on étudie vraiment la cohérence de la demande, le besoin, et on essaye de faire au mieux en fonction de l'enveloppe et du nombre de demandes, quoi. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Une petite question pour moi Oui, Philippe? encore, s'il te plaît. Si jamais on arrive dans le cadre de l'embauche d'un instructeur en CDI, donc pour toute l'année, et qu'on arrive à avoir l'aide d'emploi aidé, là, dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut quand même demander, est-ce que ça empêche de demander un boost pour quelques mois dans la saison, pour la même personne? Non, ça n'empêche pas parce qu'on considère que c'est une recrudescence d'activité et que vous avez besoin d'être aussi aidé sur cette recrudescence d'activité. Donc, il y a pas forcément de frein. On étudie la question, mais il n'y a pas forcément un frein. On ne dit pas non de ferme, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Il faut juste ouvrir le micro. Ça y est, merci. Club de planeurs de l'Aube. Euh, Au niveau des... Par exemple, nous, on utilise pour les treuilleurs des services civiques. On en a deux qui tournent sur les... Est-ce que booster Enfin, le dispositif booster peut s'appliquer aussi à ces situations-là ou pas? Parce que c'est des En contrats fait, particuliers. ouais, c'est des contrats particuliers. Alors, si ça rentre dans le cadre du calendrier du service civique, parce que c'est des contrats de 8 mois ou Oui, 9 mois, bon, bah, si ça rentre dans le cadre, on peut en discuter. ouais, Mais généralement, c'est pas usuel. On va dire que c'est pas usuel. d'accord. Bon. Bon, bah, je crois qu'il y a peut-être plus de questions là, hein. 19h15, hein, Euh, Oui, alors, Philippe? ouais, moi j'ai un entretien d'embauche demain. Enfin, je reçois Ah, demain et encore après-demain deux candidats pour mon CDI, donc j'aimerais bien recevoir rapidement le support là, où on peut cliquer pour avoir des informations, ce que vous avez montré. Eh ben, eh ben, je vous l'envoie de suite après le Ok, webinaire. c'est gentil parce que comme ça je vais pouvoir le regarder bien en détail Oui. pour demain. bah, on te l'envoie, Philippe, on te l'envoie ce Ok. soir là. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre écoute, l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est pas un sujet forcément simple. Et puis, on est dans le timing, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc moi, je vous remercie. Pauline, je te laisse clore le webinaire si tu veux. Ouais, merci pour votre présence à tous. Donc, ben, je vais vous envoyer de suite la présentation et puis je vous enverrai le lien du replay dans les jours à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez contacter Nicolas ou moi-même. Et puis voilà, comme ça, on peut vous accompagner dans vos démarches. Bah, merci Je beaucoup vous alors. souhaite à tous une bonne soirée. Bonne À soirée à Bonne bientôt. Merci tous. à soirée. tous. Bonne Merci. soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.